Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez vas-y, consacré au passage à l'action. Aujourd'hui, je reçois Baptiste Deleplanque, fondateur de l'entreprise Promis Juré, qui fabrique des glaces 100% de Schnorr, comme on dit chez nous. Baptiste a l'entrepreneuriat dans le sang, si on peut dire. Il nous raconte comment il en est arrivé naturellement à créer sa propre entreprise après avoir collaboré avec son père pendant quelques années. Nous parlons de son parcours, de son entreprise, de la fierté de fabriquer des produits locaux, de penser qualité et planète, avec en bonus le fait de créer des emplois. C'est un épisode plein de gourmandise qui met en lumière notre belle région des Hauts-de-France. Je vous laisse avec Baptiste, très bonne écoute à vous. Caramel, praliné, je sais pas laquelle choisir franchement. On est avec Baptiste Deleplanque. Bonjour Baptiste. Bonjour Frédéric. Alors Baptiste est le fondateur des glaces Promis Juré. Alors si vous n'êtes pas nordiste, vous ne connaissez pas forcément cette marque, mais croyez-moi, en tant que gourmand, si vous passez dans le Nord, n'hésitez pas à aller sur le site Promis Juré, à trouver un endroit où ils en vendent. Ça vaut vraiment le détour. Alors Baptiste, moi ce que j'aimerais, c'est que avant de parler de la marque Promis Juré, tu nous parles un peu de ton parcours, savoir qui tu es et qu'est-ce qui a fait que tu es devenu entrepreneur et que tu as créé la marque Promis Juré. Merci de venir à notre rencontre déjà. J'ai 32 ans, j'ai créé l'entreprise Promis Juré en 2017. Ce qui m'a amené à créer l'entreprise, c'est une histoire familiale déjà, puisque je me suis associé avec mon papa qui fabriquait déjà de la glace. J'ai toujours été très attiré par le secteur de l'alimentaire. J'ai travaillé pour un importateur d'épicerie fine, de vin et champagne pendant 2 ans aux États-Unis, à New York. Et donc, en rentrant en France, j'ai eu cette idée de vendre de la glace dans le Nord. Ce qui est un paradoxe, vu que dans le Nord, il ne fait pas souvent chaud, mais justement, voilà. On aime quand même les glaces, on est des gourmands. Ouais. Auprès de magasins, supermarchés et de restaurateurs. Donc ça, c'est l'historique en 2017. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait par rapport à ton papa, parce que je connais un petit peu l'histoire, est-ce que tu peux nous ramener un tout petit peu en arrière et nous expliquer ce qui a amené, parce que tout un chacun va se dire créer des glaces, mais il faut une production, etc. Comment ça marche? Explique-nous un peu dans quel secteur travaillait ton papa pour qu'on comprenne mieux le lien avec la glace. Alors, il a toujours un réseau de magasins dans les centres commerciaux qui vendent des gaufres, des glaces et historiquement de la confiserie. Ça s'appelle Chuck's, C-H-U-C-K''S. Et pour la partie glace, en 2006, il a décidé de fabriquer sa glace lui-même. Et donc, moi, en rentrant des États-Unis, j'ai cherché un boulot. Et puis, j'ai rencontré une personne, un gérant d'hypermarché, celui de Leclerc-Templeuve, qui m'a incité à vendre les glaces fabriquées par l'atelier de mon père dans son magasin. D'accord, et donc là tu t'es retrouvé de, entre guillemets, petites glaces vendues pour des moments de plaisir à vendre la glace au quotidien à des gens, monsieur et madame tout le monde, avec Carte d'Or et autres marques de glace dans les bacs de glace, c'est ça? Oui, tout à fait, on s'est retrouvé vraiment dans l'univers du rayon surgelé, avec du coup cette proposition qui était retrouver ce produit authentique, simple, mais extrêmement intense en goût. Retrouvez-le là où vous faites vos courses au quotidien, consommez-le à prix qui reste abordable. On n'est pas sur des prix d'épicerie fine à 15 € le pot. Et ça, c'est vraiment une promesse aussi qui m'a attiré, de remettre un produit authentique, de grande qualité, dans les courses du quotidien, si on le souhaite. Et donc ton papa, en 2006, quand il décide de créer sa glace, elle est fabriquée dans le Nord, et c'est lui qui développe un laboratoire. Comment il fait? Il travaille avec des personnes? Alors, il travaille tout d'abord en consulting, plutôt en mission ponctuelle avec un meilleur ouvrier de France pour constituer le socle de recettes. Et ensuite, le premier salarié qu'il embauche est quelqu'un qui est plutôt focus pâtisserie et qui apprend le métier de la glace avec lui, en fait, via lui.
Ok, et déjà à Saint-Gall-en-Mélantois, c'était déjà à cet endroit-là? C'était à Villeneuve-d'Ascq. À Villeneuve-d'Ascq, d'accord. Ok, donc on est vraiment, et ça c'est important pour les gens qui nous écoutent un petit peu plus loin, on est au cœur de la métropole lilloise et on est vraiment sur un produit fabriqué dans le Nord, distribué principalement dans le Nord, mais peut-être qu'on en parlera, il y a peut-être des perspectives de plus loin un jour. Mais voilà, l'idée c'était de vraiment rappeler d'où viennent les racines de Promis-Jurés. Et quand tu commences à vendre ces glaces à Leclerc-Templeuve, comment on fait pour se faire de la place alors que on est une toute petite marque et qu'il y a des mastodontes, des géants avec leur packaging et autres qui donnent envie parce qu'il y a de la couleur de partout? Qu'est-ce qui fait la différence et comment vous avez commencé tout doucement à vous implanter? C'est d'abord la qualité du produit en tant que tel. Donc, on se doit d'avoir un produit qui soit réellement au-dessus du lot. Et ensuite, on doit le faire savoir. Donc, par le faire savoir, on avait cette volonté, par exemple, dans notre packaging, de refléter le côté artisanal. Donc, tout ce qui est travail à la turbine, qualité des ingrédients, quantité des ingrédients utilisés dans chaque recette. On avait aussi à cœur de faire transparaître le message de la simplicité, puisque nos parfums sont assez simples. De la vanille, tu vois, tu la connais très bien, on rajoute pas de coulis de caramel ou d'inclusion de cookies, de choses là. Mais c'est vraiment une vanille simple, pure. Et donc, on avait cette volonté d'avoir le packaging transparent, de pouvoir voir ce qu'on achète et d'être sur l'authenticité, du goût, la simplicité. Donc, on doit vraiment faire tout part du produit qu'il faut accompagner pour vraiment le faire transparaître, puisque quand tu te balades dans le rayon, tout se promet comme être excellent, mais... Oui, bien sûr. Et justement, c'est là où ça fait la différence, c'est comment on arrive à... Donc, on a cette idée de dire, vous avez des produits, etc. Comment on fait pour dire au client, allez-y, basculez d'un produit que vous aviez l'habitude de consommer à un vrai produit artisanal? Enfin, qu'est-ce qui a fait la bascule, on va dire? Clairement, ça sera les animations. Donc, par les animations, je veux dire les dégustations. Donc, on a été présent pendant plusieurs années, tous les samedis matins, à faire goûter le produit. Donc, c'est ça, hein, on vend un produit alimentaire. Donc, goûtez, ça vous plaît, vous le voyez tout de suite ou non. Et derrière, on peut essayer d'enclencher, enfin, il faut toujours un petit peu de chance, hein, enclencher un bon bouche à oreille. Et donc, voilà, peut-être 15 clients conquis sur un samedi matin où voilà, on travaille à fond la semaine, mais à 8-9 heures, on est dans le supermarché, on fait goûter jusqu'à 13 heures. Il y a 80% des gens qui sont focus sur leurs courses et qui ne s'arrêtent pas. Mais il suffit qu'il y en ait que 15 qui paraissent un petit chiffre, mais que ces 15-là en parlent en rentrant à leurs parents, à leurs amis, etc., pour avoir petit à petit un effet de notoriété qui se développe. Un vrai travail de SAP, comme on peut dire, où tu es obligé régulièrement de revenir et de ne pas te dire bah, moi c'est acquis, c'est bon, et il faut vraiment tous les samedis revenir. C'est ça. On a mis notre budget sur la qualité du produit. Donc tout ce qu'on a décidé de faire sur les premières années, en tout cas, c'est de faire goûter cette qualité de produit. Ok, c'est vraiment un bon message à retenir pour certains entrepreneurs, parce que c'est chacun sa stratégie, mais en tout cas là, en l'occurrence, vous avez décidé de dire je mets le focus et je mets le paquet sur le produit, donc forcément, s'il y a un truc à mettre en avant, c'est le produit, et à la limite, le marketing, il se fera par le produit. Et pour passer à la suite, entre guillemets, pour savoir un petit peu quel est ton parcours à toi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment de ces glaces qui se vendent chez Leclerc sous la marque de ton papa, qu'est-ce qui t'amène en 2017 à décider de créer ta propre marque, la tienne? Alors la marque elle s'est faite assez rapidement. Je me suis assez rapidement rendu compte au bout de, peut-être 3-4 mois que j'avais besoin de créer une autre identité. Donc il y a eu cette période où j'ai travaillé avec lui sur ses magasins et la marque Promis-Jurés existait en parallèle. En 2017, c'est tout simplement l'envie de m'y mettre à fond. De démarrer l'activité entrepreneuriale à 100%. Ça me démangeait de ne pas y consacrer toute l'énergie dont j'avais envie de dédier. Et donc, c'est plutôt c'est de faire le grand pas en 2017.
c'est cette envie d'y aller à fond, quoi. En fait, et dis-moi si je me trompe, mais la difficulté, elle était que tu n'étais pas à 100% le pilote quand tu travaillais encore pour ton père, puisqu'il y avait toute une stratégie. Oui, j'ai rejoint pendant 1 an et demi, 2 ans, son entreprise pour m'occuper du suivi de ses magasins. Et du coup, je passais 95% de mon temps sur le suivi de ses magasins et une petite partie sur l'activité Promis Juré. Alors explique-nous, quand tu décides de démarrer Promis Juré, déjà, peut-être tu peux nous expliquer le nom. Pourquoi il y a quelque chose, il y a une signification derrière? Donc c'est la promesse du goût. C'est d'abord la promesse du goût, cette authenticité qu'on souhaite transmettre. C'est la promesse aussi d'un produit du coup artisanal, on en a un petit peu parlé également. On tient à garder, tu vois, dans notre développement, ce process de fabrication qui fait aussi la qualité du produit, un temps d'infusion qui est particulièrement long, un travail à la turbine qui permet d'avoir une texture très onctueuse, une dose d'air qui est très faible, la qualité des ingrédients aussi qu'on utilise pour ce process de fabrication artisanale. Alors je me permets, parce que peut-être que ce sera des questions de certains auditeurs ou certaines auditrices, le minimum d'air possible, je suppose que c'est parce que certains industriels mettent un peu plus d'air dans leur glace pour que ça coûte moins cher et il y ait tout autant de volume, c'est ça, ça peut être... c'est exactement ça, ouais. D'accord. Il faut de l'air pour faire une glace, hein. Ça fait partie de la définition d'une glace, mais trop d'air tue le goût. L'air n'a pas de goût, donc on est sur, chez Promis Juré, une dose d'air de 20 à 25%, et c'est très variable chez les industriels. C'est le delta en fait entre ce que tu vois en litres, par exemple un bac de 1 litre, et ce que tu vois en poids. Ok, d'accord. Merci pour l'info, parce que comme ça, j'aurai l'œil encore plus avisé les prochaines fois. Et donc, tu décides d'appeler ça Promis Juré parce que justement, tu es sur des produits de qualité, donc une promesse. Il y a aussi la dimension, tu vois, qui est très importante, c'est la dimension régionale. Donc, le process de fabrication qui est à Saint-Guilhem-en-Mélantois, donc les ingrédients qui sont... si possible, régionaux. On cesse depuis des années de développer même parfois on pousse avec des partenariats vraiment qui sont plus de l'ordre du co-branding, de l'association. Mais tu vois, notre crème vient de la Vénois, notre café d'Air sur la Lys, la vanille du Pas-de-Calais. Donc ça, c'est des éléments importants. L'approvisionnement, la fabrication qui a lieu à Saint-Guin, la création d'emplois. Il y a 6 à 7 personnes qui bossent sur la production. Sur la partie commerciale et logistique, on est une quinzaine. Tu vois, donc il y a quand même une partie emploi qui est assez intéressante. C'est pas neutre, effectivement. Tout à fait, ouais. Et donc, quand tu prends cette décision de créer Promis Juré, par quoi tu commences? Parce que souvent, on se pose la question de dire « je suis entrepreneur ». Alors, quand on est consultant ou autre, comme c'est mon cas, bon voilà, on commence à faire la paperasse et autres, mais là, il y a de l'industriel, il y a un produit. Par quoi si tu as des souvenirs là, de par quoi tu as commencé pour être vraiment de donner des conseils à certaines personnes qui voudraient se lancer? Alors, je me souviens me dire, faut y aller, faut tester, et puis on verra bien, c'est aussi en faisant qu'on va apprendre. Donc, et puis après, c'est vrai que je me suis encore plus ancré sur cette façon de faire, qui est de lancer assez vite quelque chose pour être relativement encore malléable, pouvoir s'adapter. Donc, plutôt se dire, voilà, dites-moi ce qui ne va pas, je vais améliorer le produit. Donc, tu vois, on a Promis Juré, ça a été, le nom de la marque a été quand même bien réfléchi, avec des amis qui étaient en école de com. Et ensuite, le packaging, tu vois, on l'a lancé assez vite. On savait que ce serait une étiquette à revoir, etc. Mais on voulait vite démarrer et puis ensuite être très à l'écoute du consommateur. Enfin, le mot est basique, mais tu vois, c'est quand tu es vraiment à l'écoute, que tu apportes vraiment, tu t'adaptes vraiment, c'est assez puissant. Et justement, c'est quoi la particularité et comment vous alliez vers vos clients pour vraiment avoir leur retour? Parce que, comme tu le dis, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui disent « j'écoute mes clients ».
mais c'est pas forcément une réalité. Je sais que, comme tu l'as dit, avec la dégustation, c'était déjà dans l'idée que tu avais. Et là... Puis c'est moi qui y allais. Ça a jamais été, ça a jamais été dans l'histoire de Premier Juré sous-traité à une agence. Donc on avait ces éléments-là. On avait les éléments quand on nous contactait en ligne aussi. Et puis aujourd'hui, on a lancé des activités B2C qui nous permettent d'avoir un lien direct avec le consommateur. D'accord. Parce que le chef de rayon peut nous restituer une partie du discours, mais c'est quand même pas la même chose que quand c'est le client qui mange son pot de glace, qui prend sa boule de glace dans un resto ou qui commande en livraison à domicile, etc. Là, tu as un lien direct et c'est vraiment à privilégier. Et je vais faire un partage pour montrer à quel point c'est réel. Dans nos contacts qu'on a eus pour venir enregistrer le podcast, à un moment, je t'ai fait un partage du fait que j'avais goûté le parfum praliné. Et ta première réaction, ça a été « Qu'est-ce que tu en as pensé ?» Et enfin voilà, c'est comme un réflexe naturel. Alors qu'il y en a d'autres qui auraient dit « Ok, super, on se voit bien mardi comme prévu, etc. » Là, ta première question, elle a été sur « Qu'est-ce que j'en ai pensé ?» Ouais, tout à fait. Hier, j'avais offert aussi 2 pots à ma banquière. C'est une très bonne idée, ça. Moi, je peux pas faire ça, mais c'est une bonne idée. Elle m'a pas proposé exactement ce que je voulais en termes de financement, etc. Et j'ai oublié de lui demander, tu vois. C'est aussi peut-être avec les gens que j'apprécie particulièrement. Ça doit être ça. Ça me paraît normal aussi. À un moment, tu peux pas demander à tout le monde un feedback, et puis il y a des fois, tu es plus intéressé par un feedback qu'un autre, c'est normal. Et donc, vous commencez à tu vois, pour revenir juste sur le côté feedback, je trouve que c'est hyper important d'essayer de creuser vraiment ce que pense vraiment la personne. Il y a aussi un vrai challenge là-dessus, à pas rester sur de la façade. Et par exemple, en animation, si la personne, tu vois qu'elle te dit oui pour te faire plaisir, essayer de voir ce qui la gêne. Donc ça, c'est ton expérience. Maintenant, c'est ton œil, ce que tu transmets même à tes salariés, je suppose, dans les animations qu'ils vont faire. Oui, j'essaye, mais comme on a quand même bien agrandi l'équipe, il peut y avoir... c'est des choses que tu peux transmettre, mais qui sont aussi de l'ordre de la personnalité. Donc, j'ai cette attirance, cette sensibilité vers le consommateur via mes précédentes expériences, via le fait que j'ai pas trop évoqué, mais j'ai vraiment un environnement familial très commercial, beaucoup de... Et justement, est-ce que tu as envie d'en parler? Mais ça fait partie des challenges qu'on a à faire, dont on a à faire face. Tu vois, cette transmission aux équipes de cette exigence, de cette sensibilité à avoir sur le conso. Et donc aujourd'hui, en 2021, donc ça fait 4 ans que Premier Juré existe. Si tu devais me parler d'une de tes fiertés, soit personnelle, soit collective, ce serait laquelle? Ou ce serait lesquelles, parce que tu en as peut-être plusieurs. Alors, une fierté collective, c'est de voir l'équipe se développer, de voir que les personnes qui viennent bosser chez Premier Juré, elles trouvent leur place, elles trouvent un sens dans ce qu'elles font. Alors, le sens, c'est pas forcément de changer le monde, mais déjà de venir en se disant je sais ce que j'ai à faire, je sais à quoi ça sert, je sais quel est mon rôle dans l'entreprise, je sais comment je contribue à la mission et au développement de l'entreprise. Donc la partie bien-être des salariés dans le développement, dans l'activité économique, tout ça, c'est une fierté du coup que je qualifierais plutôt de collective. Et puis ma petite fierté individuelle, c'est quand un client, un ami, quelqu'un de la famille m'envoie une petite photo comme tu l'as fait avec le parfum praliné et me dit voilà, je l'ai acheté. Déjà l'acte de l'acheter, c'est déjà un grand plaisir. Et puis, quand ça lui plaît, ça l'est encore plus. Ok, et je vais faire une petite parenthèse, puisque quand on suit Premier Juré sur LinkedIn, on voit qu'il y a une vraie volonté, parce que vous allez jusqu'à mettre en avant les stagiaires, quand ils arrivent, quand ils s'en vont, ce qu'ils font comme mission, etc. Enfin, on sent qu'il y a ce côté familial qui ressort, même dans la communication. Donc, c'est pas juste des mots que tu as donnés. Ouais, tout à fait. Et si tu devais parler d'une difficulté que tu as pu vivre, ou d'une difficulté que l'entreprise a pu vivre, qui peut aider des entrepreneurs demain à se dire
Ah ok, si je crée ma boîte, je ferai peut-être attention à ça. C'est le petit conseil de Baptiste qui fera la différence. Alors, un élément dans un développement commercial que je considère comme quelque chose de sensible, c'est dans la façon de développer, de ne pas brûler les étapes, tu vois, de ne pas aller trop vite et de favoriser un bon bouche à oreille. Nous, donc on est principalement en activité B2B. Et tu vois, quand on ouvre un nouveau magasin, le but, c'est que le magasin, il passe des recommandes. C'est pas le one shot. C'est que vraiment, il soit satisfait des produits et qu'il en parle autour de lui aussi, hein, entre directeurs de magasin, entre responsables de rayon, etc. Donc voilà, moi, je suis partisan d'un développement progressif avec vraiment une base solide. Ok, d'accord, vraiment avec l'idée, comme tu disais tout à l'heure, de ne pas trop attendre et de tester et d'avancer, mais aussi d'avoir le côté je prends le temps d'avoir des retours pour savoir ce qu'il en est de mon produit. Ouais, tout à fait. Je distingue le côté agile, le côté je lance quelque chose, je suis adaptable, je reste flexible, et le côté avoir les yeux plutôt plus gros que le ventre, ou c'est bien ça, hein, c'est pas l'inverse. C'est ça. Voilà, ça peut être dans nos métiers en lien avec la distribution. On peut se dire, mais le marché est énorme, etc. Mais non, il y a de la... Enfin, si, il est important, mais il y a de la concurrence. Il faut passer en magasin pour garder sa part de linéaire. Il faut faire goûter aux consommateurs, etc. Donc, tu vois, on fait attention à y aller progressivement et à faire en sorte que le produit convienne au magasin. J'avais un point qui me paraissait important d'échanger avec toi, c'est le fait que tu as créé ton entreprise, tu n'avais pas encore 30 ans, et souvent on dit « Oula, c'est jeune », et puis on aime bien en France dire « Faut le temps, t'as le temps, tu feras ça plus tard, la maturité, etc. » Justement, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport au fait d'avoir entrepris jeune? Est-ce que tu as envie de dire que c'est une bonne chose et que tu incites les autres à le faire? C'était une question d'opportunité? Enfin voilà, parle-nous un petit peu du fait d'entreprendre jeune quand on est jeune en France. C'est vrai que moi j'ai toujours voulu entreprendre. À 14 ans, j'avais cette petite activité où je livrais des pains au chocolat à domicile le matin, une autre idée dans le bio, dans les food trucks. Donc c'est toujours quelque chose qui m'a fortement intéressé. Je pense qu'il y a forcément des opportunités. Créer pour créer, ça peut ne pas être forcément la solution, mais voilà, rester ouvert aux opportunités. Et ensuite, créer jeune c'est quand même l'entrepreneuriat risqué. Il y a des risques financiers, on ne se paye pas, etc. Donc, quand on n'a pas encore une famille à nourrir, etc., c'est quand même plus sécurisant quand on a juste à s'occuper déjà de soi. Bon, voilà. Donc, c'est une bonne remarque. Ouais, c'est une bonne remarque. Ça permet de prendre des risques qui sont limités. Et ensuite, je crois qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, à avoir conscience qu'on n'a pas l'expérience. Mais il y a pas mal de structures. Moi, j'en ai pas trop bénéficié les premières années, mais depuis 1 an et demi, j'ai beaucoup d'aide sur ces sujets-là qui peuvent accompagner, qui peuvent apporter une expertise, une expérience. Donc, pas rester seul, en tout cas pas rester seul trop longtemps. Mais je crois qu'il y a pas mal d'avantages. Ok. Et est-ce que tu dirais que les gènes, ou en tout cas la famille, t'ont aidé à vouloir te lancer plus vite? Est-ce que ça t'a influencé selon toi, si tu prends un peu de recul? Oui, je crois. Ouais, il y a un tout, hein, mais l'historique familial, l'environnement en école de commerce, toutes les personnes que tu rencontres, oui, elles ont une influence sur ce que tu décides de faire à un moment donné. Ouais. Et si on devait parler des perspectives de Promis Juré, quelles sont les
les nouveautés, je pense avoir déjà révélé qu'il y avait un nouveau parfum qui vient de sortir. Il y en a peut-être d'autres, tu vas nous en parler, et aussi peut-être les perspectives. Est-ce que si quelqu'un nous écoute à Paris, est-ce qu'un jour Promis Juré va dépasser les frontières des Hauts-de-France? C'est peut-être déjà le cas, hein, peut-être je me trompe dans ce que je dis, mais voilà, dis-nous un petit peu quelles sont les perspectives de l'entreprise. Non, tu te trompes en rien, hein. Le parfum donc praliné est la nouveauté réservée à notre clientèle Promis Juré chez Mon Commerçant. Donc les magasins zéro déchet, boulangerie, primeur, épicerie fine, etc. Et on sort un deuxième parfum qui est le parfum pistache, avec une super provenance d'un producteur en Sicile. Parfum, là, on est en train de commencer la distribution et ouais, c'est top. D'après ce que j'ai entendu, il y a déjà des bons premiers retours. Ouais, tout à fait. Et praliné, je confirme, puisque effectivement, j'ai dit que j'avais fait un retour, mais le retour est extraordinaire, puisque, comme je disais tout à l'heure, le praliné, moi j'ai entendu ça parce que je suis un monsieur très sucré. On dit souvent pour tester une bonne boulangerie, on va chez son boulanger, on demande un Paris-Brest puisque c'est de la crème pralinée. Et effectivement, des bons fruits pour faire une glace aux fruits, ça fait déjà une grande partie, mais le praliné, il y a une vraie recette derrière. Et là, quand vous mangez le praliné, voilà, c'est comme le caramel. Les deux, ils m'ont fait... un moment de... Voilà. Ça, c'est mes goûts perso. Hein. Voilà. J'avais envie de faire un petit partage. On est en train de parler de glace, c'est mon petit péché mignon, donc voilà, je me permets. Super. Et tu vois, ça me rappelle toutes les animations qu'on faisait. C'est dans une matinée, tu avais toujours le retour, mot pour mot. Ça a vraiment le goût de... Ça... Ah, je prends la cuillère. Ah, ça a vraiment le goût de citron. Voilà. On nous a fait manger tellement de choses qui n'avaient plus de goût qu'effectivement, quand on a quelque chose avec du goût. Et donc, au-delà de ces deux produits, est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui de se stabiliser sur ce marché? Est-ce qu'il y a une volonté de se développer à d'autres endroits en France? Pour l'instant, c'est vraiment plutôt bien asseoir l'entreprise dans la région Hauts-de-France, continuer tu vois, dans notre façon de gérer les équipes, notre relation avec les magasins, tout ce qui est existant. En fait, on est encore très jeune, hein, créé en 2017, un assez gros développement, et donc on a besoin de stabiliser tout ça. Mais cela dit, on va vraiment continuer l'objectif est vraiment de continuer de se développer. On pense qu'il y a encore pas mal à faire dans les Hauts-de-France, tout en ne restant pas fermé pour le moyen terme à d'autres opportunités. Ouais, c'est une bonne leçon aussi d'être capable de dire on s'enflamme pas et on prend le temps de vraiment... entre guillemets, chouchouter nos clients qui sont déjà là, chouchouter aussi les partenaires avec qui vous passez en réseau. Donc, c'est une très bonne remarque. Baptiste, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu aurais aimé dire et que tu aurais aimé partager et que je ne t'ai pas laissé l'opportunité de le faire avant de terminer le podcast. Est-ce que tu as envie de dire, j'ai pas parlé de ça et c'est le bon moment pour le faire? Bah, tu sais, on pourrait encore continuer. Y a pas mal de sujets, mais moi, si tu me proposes... Le mot de la fin, j'en profiterai parce que je pense que certains écouteront pour remercier ceux qui achètent le produit en magasin et remercier les 15-20 personnes avec qui je bosse au quotidien, qui sont vraiment impliquées dans leur boulot. Top, c'est un super message de fin. Baptiste, je te remercie énormément de m'avoir fait confiance et d'avoir prêté ta voix au micro du podcast Allez Vas-y. C'est vraiment une fierté pour moi parce que c'est un produit du Nord et comme je suis fan de glace, je me suis dit après tout, je me fais plaisir et je fais plaisir en même temps à Baptiste en pouvant expliquer un petit peu l'histoire. Donc, merci beaucoup. Merci Frédéric, ravi d'avoir été en discussion avec toi sur ton podcast. Pareil, ça a été un super échange. Merci, à très bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Baptiste et qu'il vous aura donné envie d'aller vous manger une bonne glace Promis Juré. Pour en savoir plus, et notamment où trouver ces glaces, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien.